Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Le 1er août 2026, nous avons célébré le 66e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Quels sont donc les temps forts? Qu'est-ce qui a marqué justement cette célébration à travers le défilé militaire et paramilitaire? Nous en parlerons avec notre invité d'aujourd'hui. Nous parlerons également de l'installation du Sénat avec cette nouvelle architecture institutionnelle dont dispose notre pays, le Bénin. Et nous allons sortir du Bénin pour parler de la monnaie éco. Vous savez, dernièrement, les chefs d'État et de gouvernement ont promis relancer justement ce projet pour 2027, puisque notre invité est un économiste fondamentaliste, je vais le dire comme ça. Il s'intéresse également aux questions touchant à l'économie, touchant au développement. Et nous allons, avant enlever de rideau, parler du parti politique qui pourra se mettre en place d'ici là. Dr Bertin Corvi, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. Ben, c'est un plaisir partagé. Bonne célébration. Bonne célébration à vous. Merci. Voilà. Vous étiez bien évidemment sur le boulevard de la Marina, on en parlera. Mais avant, vous avez décidé de créer un parti politique. Pourquoi? Non, je ne crée pas un parti politique. Bon? Je porte la parole du bureau provisoire, et plutôt d'un parti politique. Et je voudrais que... vous serez le membre fondateur, donc vous êtes... oui, certainement, oui. Mais ce sont des sages d'un certain âge. Figurez-vous qu'on a quand même un sage, puis c'est la période au Bénin de valoriser nos anciens. C'est pour ça que le Sénat a été institué, voyons. Nous avons un ancien directeur de la BCA au Cotonou, qui a fait toute sa carrière dans la Banque centrale et ailleurs. Nous avons un autre qui fut directeur adjoint du budget avant d'aller à la retraite. Nous avons des anciens ministres. On a aussi des jeunes. C'est un parti... sinon, j'allais dire, est-ce que c'est un parti d'anciens? Non, ce n'est pas le Sénat. Je peux vous rassurer. D'accord. Ce n'est pas le Sénat. On a l'avantage, nous, d'avoir aussi des jeunes. On peut être membre de ce parti-là déjà à 12 ans. Parce que ceux qui ont 12 ans aujourd'hui auront 18 ans en 2033. Et ils auront le droit d'exprimer leur suffrage en 2033. Vous êtes en train de préparer 2033 alors? Non, pas forcément. Mais nous sommes en trêve politique. Oui. Et les activités électorales commencent en 2033. Il ne faudrait quand même pas qu'on laisse les enfants sans les éduquer à la chose politique et qu'on attende que 2033, on vienne les réveiller pour dire allez voter et ne comprendront pas pourquoi ils les invitent. Mais pourquoi créer un nouveau parti politique? Le paysage, on a déjà près de 14 partis politiques. Pourquoi créer un autre? Alors je voudrais vous dire, le parti dont il s'agit ici, c'est le Rassemblement du peuple béninois pour le développement. Le Rassemblement du peuple béninois pour le développement. Et ce ne sera pas un slogan. Nous avons l'habitude déjà de nous réunir avec ceux-là, de discuter économie fondamentale, et les modèles de structuration pour nos projets, quel type d'investissement, dans quel secteur investir. Je vais vous donner un exemple. Je vais lancer une vidéo très prochainement et inviter les populations à me rejoindre à cet effet. Nous avons fait durant 10 ans beaucoup d'infrastructures, ce qui fait la fierté de notre pays. Mais les portes en aluminium vitré, les fenêtres, nous les importons d'ailleurs. Pourquoi ne pas exiger qu'on mette une usine d'assemblage déjà ici pour fabriquer ces portes-là? Même si c'est 100 employés, ben ce serait de l'emploi déjà pour nos jeunes. Vous comprenez? Ben on met des lampadaires solaires dans nos rues. Pourquoi ne pas exiger qu'il y ait de sociétés qui fassent de montage de lampadaires solaires dans notre pays, créant de l'emploi et qu'on achète chez eux pour les mettre dans nos rues? C'est comme ça qu'on crée l'emploi. L'agriculture, nous importons ce qu'on aurait pu produire ici. Nos terres sont fertiles, nos jeunes sont prêts à travailler. Nous avons parlé de mécanisation agricole, mais on aurait pu mettre les services, Pharma Service Center, c'est-à-dire unité de service agricole, qui voudrait dire quoi? Vous voulez faire le champ, vous n'avez pas de tracteur, vous n'en avez même pas besoin. Vous avez besoin du service du tracteur. C'est comme le Nyango. Tu veux te déplacer, tu n'as pas de véhicule. Tu appelles le Nyango qui te déplace. En tout cas, vous faites bien la publicité pour Nyango. Pendant qu'il vous déplace, vous êtes propriétaire
ou bien utilisateur du véhicule pendant que vous avez l'usufruit. La même chose, on veut faire ça dans la mécanisation agricole. On met d'unités qui a du matériel agricole sur place, dont on peut louer les services, et aussi qu'il y aura des terres qui vont exploiter. Nous poussons à l'irrigation de nos terres agricoles, etc. Nous poussons à la formation et nous demandons aux jeunes qui viennent d'avoir le bac de ne pas aller faire seulement économie, géographie, droit et j'en oublie. Quand vous faites ces métiers-là, vous faites ces formations, c'est une bonne chose. Inscrivez-vous dans un atelier où vous apprenez un métier, électricité, plomberie, menuiserie, couture, et donc, couture. En réalité, votre parti politique qui est en gestation sera le cadre de propositions intellectuelles sur le développement, sur des questions économiques. Absolument. Et pas seulement faire de la rhétorique, mais pousser l'État avec des projets concrets. Nous avons fait venir, pour la petite histoire, un consortium de Chinois et d'Africains, un Africain qui est en Chine depuis 15 ans, qui parle chinois plus que chinois, avec ses partenaires. Ils sont déjà au Ghana, par exemple, en train de mettre en place d'unités de montage de véhicules électriques. Le Ghana vient de créer en Chine la chambre de commerce Ghana-Chine, mais installée en Chine. Et c'est cette chambre-là qui fait la promotion de l'économie ghanéenne auprès des Chinois. Et les Chinois n'ont pas besoin de venir au Ghana pour connaître ce que le Ghana veut, là les opportunités qu'il y a. Le Bénin devrait faire aussi la même chose. Donc oui, nous les avons fait venir, ils ont participé au 1er août et ils sont vraiment fiers de notre pays. Ils ont déjà décidé de mettre un showroom pour les véhicules électriques, mais à la longue, faire de montage des véhicules électriques au Bénin. Mais pourquoi créer un parti politique alors que vous n'avez pas besoin de créer un parti politique pour pouvoir apporter toutes ces contributions à l'État? Mais vous me faites réunir, ne fait pas le printemps. Si c'est une société, ce serait l'intérêt de Kovi. Moi, j'écoute, je ne vais pas appeler de nom ici, mais j'ai des anciens. Si c'est pour mon entreprise, ils ne vont pas me suivre. Mais un parti politique, c'est gratuit. C'est un sacerdoce, c'est un don de soi pour sa nation. Donc, ensemble, ceux-là me suivent. Et le fondement même du projet, c'est l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Mais pour les réunir, il faudrait que ce soit quelque chose qui concerne tout le monde. Nous n'avons pas voulu d'association, il y en a déjà trop. Et puis nous avons, in fine, et vous avez raison de le dire, pour ambition de sécuriser le soutien politique au président Romuald Wadaï, au gouvernement, au Sénat, et ma foi, au CES, et tout ce que vous voulez. Nous allons les protéger, nous allons les défendre. On fera comprendre aux populations, mais qu'est-ce que à quoi ils servent. Mais attention, qui aime bien châtie bien. En fait, quand vous dites vous allez les défendre, les protéger, vous serez les fous du roi? Pas les fous du roi, justement. Les fous ne ressortent jamais ce qui est mauvais. Nous serons les objecteurs de conscience de la République. On va leur dire ceci est bon, ceci est mauvais. Vous avez fait ceci, c'est très bien. Vous pouvez faire encore mieux, ceci. C'est ça la trêve politique. La trêve veut que quand on critique, on propose. Exactement. Donc nous allons critiquer et proposer. Et nous sommes en train de faire venir les investisseurs. L'ancien directeur BCAO, Cotonou, ben, il a fait les États-Unis, il a fait 10 ans aux États-Unis, après sa retraite. Il a beaucoup de projets, beaucoup de contacts aux États-Unis qui va nous faire venir. Aujourd'hui, Akena Tondé et Hassan Seibou, les honorables, ont eu le génie de comprendre qu'on peut rappeler les anciens qui avaient servi. C'est ce qui est devenu le Sénat, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas seulement en politique qu'il faut les appeler. Il faut les appeler aussi à l'économie. Les anciens ministres ou bien les anciens cadres du ministère des Travaux publics, il faut les appeler. Les anciens cadres du ministère de l'Agriculture, il faut les appeler. Les anciens cadres du ministère du Commerce, il faut appeler les anciens à se joindre à nous pour construire ce pays. Et donc, c'est ce but que vous êtes en train de convaincre. C'est le but et le but ultime, je vous ai dit, en 2033. Enfin, nous soutenons déjà le président Wadaï. En 2033, il est d'emblée, d'office, notre candidat. On ne fait pas l'attrait politique. Mais pouvez-vous poser la question? Oui, mais ce qui est paradoxal pour le parti politique que vous entendez mettre en place. Non, qui est déjà en place, mais qui sera enregistré en 2031. Justement, c'est là la question, c'est là tout le paradoxe. C'est-à-dire que vous avez tout le temps aujourd'hui pour faire les formalités, mais vous attendez 2033, 2031. Oui. Pourquoi? Et très bien. Les partis qui sont là aujourd'hui, quel est l'agenda
électoralistes ou bien électorales qui pressent de se conformer à aller prendre un récépissé. Ça sert à quoi un récépissé aujourd'hui? Qu'est-ce que BR, UPR, LD, FCBE peuvent vous faire aujourd'hui que nous ne puissions pas faire parce qu'on n'a pas de récépissé, par exemple? Et justement, répondez à la question. Il n'y a rien. Il n'y a aucune échéance en vue. Pourquoi se presser d'aller se conformer dans de se mordre les doigts? D'ailleurs, un enregistrement... Mais vous êtes différent au regard de ce que je Oui, mais c'est pour ça, justement, ce que nous faisons ne demande pas un enregistrement. Ça demande d'avoir un cerveau et de convaincre le peuple à soutenir. Donc, nous voulons mobiliser le peuple à comprendre que c'est comme ça qu'on peut faire le développement. C'est d'ailleurs pour ça que nous leur disons, nous ne pouvons pas vous faire nommer. On ne peut pas vous faire positionner à un poste électoral aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'enjeu dans ce sens-là. On peut par contre, ensemble avec vous, réfléchir à comment nous allons créer de l'emploi pour les jeunes, améliorer les conditions de vie des populations. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on ne s'enregistre pas aujourd'hui. Et c'est aussi stratégique. Vous avez parlé d'une certaine trêve politique. Oui. À imaginer qu'on s'enregistre aujourd'hui ou bien qu'on prenne le processus et que quelqu'un interprète mal les tests, dise oui, mais il y a trêve politique, pourquoi vous voulez créer un parti politique? Alors, pour ne pas vivre ces genres d'histoire, j'ai compris qu'il faut attendre quand personne ne pourra plus dire, il impose une trêve politique pour nous enregistrer. Aussi, le fait de ne pas être enregistré fait qu'on ne fait pas concurrence à BE ou bien à UP ou bien à LD. Vous avez peur de faire la concurrence, quoi? Non, j'ai peur qu'ils se plaignent de notre concurrence. Ah bon? Ah oui. Très bien. Allez, donc il faut prendre date avec vous, 2031 pour... et je vous compte. Non, c'est maintenant. Hein. Les gens sont en train de s'enregistrer déjà. Et les cartes de membres sont déjà en train d'être... bon, et c'est gratuit. On va pas le dire ici. Allez, donc bientôt, Bertin Korovi va se retrouver dans un parti politique. Non, mais je suis... majoritairement composé d'anciens. Absolument, oui. Non, pas... Comment je dis de 12 ans à 99 ans. D'accord, très bien. C'est bien noté. On parle. Vous étiez donc sur le boulevard de la Marina, Dr Bertin Korovi, le 1er août dernier. Déjà, le défilé militaire et paramilitaire a eu lieu. Vous l'avez suivi. D'abord, les premières observations, premier défilé donc sous Romuald Wadagni, les premières observations. Ben, le défilé était... C'est pas le défilé. Il faut commencer par la veille. Et ne me parlez pas de... On a distingué... On en vient. Alors, la veille, oui. C'est le message à la nation qui était particulier, court, mais en 2 phrases, on peut écrire des rédactions et toute une vie. Parce que ça remet la réconciliation entre un peuple et son armée. Ça apaise les cœurs de ceux d'entre nous qui ont perdu leurs enfants au front pour que nous puissions avoir le droit de faire ce qu'on fait ici. Et je voudrais remercier le président Romuald Wadagni d'y avoir pensé. De mémoire de Béninois, en tout cas, qui ont mon âge, c'est la première fois que je vois un discours aussi court, mais aussi profond et lourd. Donc le lendemain était d'y annoncer la veille. Alors le lendemain, regardez ce qui m'a marqué. C'est la prestation des Nigérians qui, certainement nostalgiques du cinéma muet, et nous ont sorti un truc wonderful, comme on dirait, marvelous, fantastique, comme on dirait au Nigeria. Je veux prendre aussi ce qui m'a marqué, et ce sont, ma foi, les contingents, enfin, les pelotons où il y avait des femmes qui m'ont montré que, mais disons, on a vraiment des Amazones ici, belles, mais dangereuses pour l'ennemi qui veut nous attaquer. Et qui scandaient des... Ah oui, et quand tu les vois, je me dis, bon, heureusement que je n'ai pas épousé une femme des métiers d'armes, parce que celle-là, on ne lui donne pas des ordres. Non, c'est pas fini. Oui. La police. Est-ce que vous avez vu nos policiers? Ils m'ont fait couler des larmes. Ah bon, pourquoi? Oui, mais parce qu'ils ont entonné une chanson où le fils promet à son père de ne pas mourir, de revenir. C'est-à-dire, c'était tellement, c'est leur métier. Eux, ils côtoient la mort tous les jours. Et je me suis mis dans la peau d'un policier sur un terrain dangereux, ou bien d'un militaire au front face au djihadisme. Même nos enfants
face au djihadisme. Vous pouvez imaginer la douleur qui les anime, la peur du lendemain, voir peut-être la mort venir. J'ai senti cette douleur-là et j'ai coulé quelques larmes. Très bien. En tout cas, vous étiez... C'était une très belle cérémonie. Vous étiez fier d'être béninois? Ah, j'étais plus que fier d'être béninois. Et j'étais très heureux de la posture du président Patrice Talon. L'ancien président, j'allais dire. Vous savez, quand vous venez de quitter, on a du mal pour certains d'entrer dans la peau d'ancien président. Mais il s'est mis au second rang. Et nombreux, cette polémique est inutile. Oh, Wada ne l'a pas salué. Il est au second rang. Quand le président vient au défilé, le protocole lui exige de saluer les chefs d'institution, bien ceux qui sont au premier rang. Oui. Et c'est ce qu'il a fait. Et il allait s'asseoir. C'est à la fin qu'il a salué ceux qui sont au premier rang. Et il a salué ceux qui sont au second rang. Il a même salué au troisième rang. Et il a salué le président Patrice Talon. C'est le président Patrice Talon qui l'a voulu. S'il avait voulu qu'on le mette devant, on aurait pu empiéter sur les principes et on l'aurait fait. Donc, le mérite revient à Patrice Talon. Vous me connaissez, hein? Quand je veux critiquer, je critique. Quand je veux dire que c'est bon, c'est bon. Monsieur le président Patrice Talon, votre posture m'a convaincu. Et je souhaiterais que vous appeliez ceux qui croient qu'ils vous aiment plus que nous à comprendre que vous n'êtes plus président. Et quand ils estiment que Corvi fait la promotion de Romain Wada et plus que Patrice Talon, c'est naturel, c'est normal. Très bien. On a quand même il n'y a pas de chef, il n'y a que Wada aujourd'hui. Voilà. À ce premier défilé sur Romain Wada, les anciens présidents, on pourrait dire, tous étaient là. Boni Yayi, là, l'échange poignant entre Patrice Talon et puis Boni Yayi, ça a quand même fait réagir également la foule. Les anciens présidents qui étaient présents justement pour pouvoir bien évidemment soutenir ou saluer cette autonomie du Bénin. Oui, mais le contraire m'aurait étonné. Ils se sont vus déjà à Porto Novo, oui. Quand ils prenaient à l'installation, enfin à la première rencontre des membres du Sénat. Et ils sont devenus... Comme si cela ne suffisait pas. Et ils sont devenus de bons copains. Mais qu'est-ce qui les divisait en fait hier? Il n'y a rien qui les divise. J'ai seulement pitié, heureusement, que le président Romain Wada a gracié, et comment il s'appelle, Kandé Kanso, Julien. Mais ce sont les jeunes, et nous autres, moi aussi, j'avais été aussi naïf, qui croyons qu'il y avait quelqu'un qui pouvait opposer Yahi Boni au président Patrice Talon. Parce que sans Patrice Talon, il n'y a pas de Yahi Boni président. Si quelqu'un a fait que Yahi Boni ait battu Adrien Ngouillet en 2006, dont j'étais à la communication, c'est le président Patrice Talon qui a mis diamants et tout à leur disposition. Bon, on va pas... Non, attendez, donc, il n'y aurait jamais eu de président Yahi Boni au Bénin sans un certain Patrice Talon. Ils sont restés 7 ans à travailler ensemble. Il ne faut jamais dire jamais non plus. J'ai dit jamais. Je suis péremptoire. Ils ont travaillé 7 ans durant. Il n'y a que la dent et la langue, les dents et la langue qui sont condamnés à vivre ensemble, se querellent parfois. Alors, donc, il y a eu des mésententes, ça ne peut pas les éloigner. C'est nous autres soutiens à ces deux personnalités qui avons entretenu la guéguerre. Maintenant qu'ils ont eu le temps de se retrouver, Patrice Talon n'étant plus dans la réserve c'est-à-dire de l'État républicain, étant ancien président maintenant, mais ils ont retrouvé leurs vieux amours. Il ne manque qu'ils jouent au belote ensemble maintenant. Très bien, très bien. Peut-être cela viendra un jour. Allez, docteur Bertin Corvi, donc ce sont les premières observations. Quel est le message que le Bénin a quand même transmis au monde? Je voudrais, avec toutes les réserves que je peux avoir sur le Sénat parfois, hein, et il y en a aussi que je vais exprimer même ici, mais je voudrais reconnaître déjà que le Sénat produit déjà des résultats. Comment? Ben, la réconciliation entre tous les acteurs politiques. Ils étaient tous là. Tous les anciens présidents, après le président Soglo, qui, de par le poids de son âge, n'étaient pas là. Oui. Ils étaient tous là. Pourquoi ils avaient le besoin d'être là? Parce qu'ils se sentent maintenant concernés par la chose. Et je veux être un peu méchant. Chacun d'eux a désormais la louche pour puiser dans le budget national aux besoins, comme une sauce qu'on prend de loin. Donc c'est bien une très bonne chose. Et puis, ils se sentent maintenant valorisés, concernés. Et en plus, je suis fatigué, je reste chez moi. Donc c'est une très bonne chose. Le Sénat a réussi sur ce point de vue-là. C'est une très bonne chose. J'ai été heureux. Et j'ai été heureux de voir que LD a envoyé
enfin, Noureddin Tchad était là. Lui qui souvent... Bon, il était à l'investiture. Oui, je n'ai pas dit non. Mais lui qui souvent, au temps du président Soglo, un talon j'allais dire, quand il venait, il avait un visage décontenancé. Cette fois-ci, il avait un sourire qui fendait son visage en deux. Ah, parce que vous remarquez... Mais je remarquais. Je les épiais pour voir leur comportement. Très bien. Le candidat malheureux de LD, à qui Eblibou n'a pas permis d'aller au bout de son destin, pour le moment, il peut l'être après, dans 20 ans, 30 ans, pourquoi pas. Vous avez des moments pour pouvoir quand même entrer dans des brèches. Je veux dire, oui. Agbojo, il était là, je l'ai vu. Et c'est une très bonne chose que le président Romain Wadaye et le protocole d'État aient pensé à l'inviter. Très bien. Déjà, certains observateurs parlent de, oui, le premier défilé sous Romuald Wadaye s'est déroulé donc, avec des empreintes d'unité nationale. Cet objectif est atteint, c'est ça? Ben absolument. La décrispation politique ou voilà, du climat politique, c'est acté? Ah non, il ne faut pas qu'on dise ça et qu'on oublie ceux qui sont encore en exil et en prison. Mais c'est acté comme vous avez dit. Et d'ailleurs, on vient de prendre, il a pris la grâce présidentielle pour sortir un certain 360 et quelques, 369 pour être précis. Donc, quelqu'un qu'on a condamné à 200 ans ici, qui avait déjà fait 28 ans, il dit, mais nos juges, là, quand même, 200 ans. Hein, monsieur le juge? 200 ans. On condamne quelqu'un à 200 ans. Ben, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Anyway, en tout cas, on en a fait une personnalité en prison. Parce que lui peut dire à tout le monde, toi, donc, tu as condamné là. Moi, là, c'est 200 ans. Donc, après ma mort, je suis encore en prison. Soit, il faudrait que nous prenions une loi d'amnistie pour nos frères qui sont en exil, pour ceux qui sont en prison, pour qu'ils sortent. Et la loi d'amnistie est votée par le Parlement. Ils sont deux à pouvoir prendre l'initiative. Soit le Parlement directement, soit le président de la République. Mais le président peut prendre l'initiative et que pourtant le Parlement rejette. C'est pourquoi je demande au président du Parlement, Joseph Diogbenou, de convaincre les députés à prendre l'initiative déjà de leur propre chef et à voter cette loi-là pour que Joël Aïvo sorte de prison, Madougou, les Adjavons, tout le monde rentre et que nous puissions rester ensemble pour construire ce beau pays que Romain Wadaye vient, dont il vient de faire l'ébauche par son comportement ce 1er août. Très bien. Il y a certains quand même ceux qui se posent la question, parce que là, vous parlez de l'amnistie. Certains estiment que, voilà, la grâce présidentielle, il faut pouvoir expliquer à nos internautes, ceux qui font la confusion, l'amnistie et la grâce présidentielle, c'est deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. En fait, la grâce, c'est le président qui prend la grâce. Mais la grâce n'efface pas les conséquences civiques de votre acte. À imaginer que le fait que vous avez été condamné vous empêche désormais de faire de la politique, d'être électeur ou éligible. Mais si c'est la grâce présidentielle, vous sortez, vous êtes libre, c'est vrai, mais vous ne pouvez plus ni voter, ni faire voter pour vous. Or, un homme politique veut quoi? Et ça fait votre mort politique. Or, un homme politique veut quoi? Il veut pouvoir continuer à être électeur et éligible. Donc, l'amnistie efface les conséquences de votre condamnation. C'est comme si vous n'aviez jamais été condamné. Très bien. Et ça vous permet de continuer de vivre votre vie politique. Et c'est pour ça. Cela ne voudra pas signifier que ceux qui sont sortis n'ont pas le droit de voter, mais ils peuvent ne pas, ils sont pas éligibles. C'est bien ça. Ah non, quand tu ne peux pas voter, tu ne peux pas être éligible. Les deux vont de pair. C'est-à-dire que tu peux voter. Non, si tu peux voter, ouais, tu peux être éligible. Les deux vont de pair. Maintenant, il y a des conséquences. C'est-à-dire, il y a de ces condamnations qui vous enlèvent ce droit-là. Exactement. Il y en a qui n'enlèvent pas. Je ne sais pas ceux qu'on a libérés. C'est pourquoi il faut une nuance. Ce n'est pas tout. Non, moi, je veux parler. Non, ceux qui sont sortis, il y en a dont la condamnation n'avait pas ces conséquences-là. Voilà. Mais quelqu'un comme Joël Aïvo, Rekia Madougou, sont frappés de l'inéligibilité et de la possibilité de voter. Et de ce point de vue, ils n'ont aucun intérêt. C'est tant qu'ils veulent continuer à être des hommes politiques. Et ils le veulent. La politique, c'est une maladie dont on ne guérit jamais. Ils veulent toujours être hommes politiques. Ils ne voudront pas d'une grâce présidentielle. Il faut une loi d'amnistie. Et c'est Joseph Fifame Diogbenou et les siens. Mais pendant que nous y sommes, c'est Akhenaton Tonde et Hassan Seyibou qui ont eu le génie de nous proposer le Sénat que nous célébrons aujourd'hui. Mais qu'ils initient aussi
une loi d'amnistie et que leurs collègues votent. Très bien. Le Parti Les Démocrates avait initié sous l'ancienne mandature du Parlement, ça n'a pas prospéré. Non, on n'initie pas une loi quand on est minoritaire. On n'initie pas une loi pour faire de la comédie, pour faire de la figuration. Bon. Je veux attendre. LD a fait quelle démarche envers qui? Très bien, on va pas revenir. Ils ne sont pas allés vers BR pour les convaincre, ni UPR. Ils mettent une loi ils y sont. Qu'ils savent qu'il va échouer. J'ai reçu certains. Non, je parle du passé. Aujourd'hui, ils peuvent reprendre. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de voix au Parlement. Tout à fait. Très bien. Allez, nous allons maintenant. Ça, c'est le défilé militaire. Vous parliez de la veille. Une première, on pourrait dire au Bénin, une reconnaissance de l'État, l'excellence scolaire, les mérites pour les acteurs culturels et puis bien d'autres. Comment trouvez-vous cette initiative? Je trouvais que c'est ce qui nous manquait. Il fallait que l'État célébrât chaque année ses fils les plus méritants. Parce que quand vous regardez les admissions dans les ordres que donnent nationaux là, il y en a qui ne méritent rien du tout, pourtant on les décore. Je vous parle, vous voulez que je cite des noms? Non. Heureusement pour vous. Vous savez qu'ici, on cite pas. Sinon je vous citerai des noms. On les décore, on leur donne des titres qui ne méritent pas. Non, c'est vous qui trouvez. Je trouve qu'ils ne méritent pas. Ceux à qui on a reconnu des mérites aujourd'hui, là, on justifie pourquoi on leur donne ça. Et c'est vraiment mérité. Il y a des raisons. Il y a la chancellerie qui justifie toujours pourquoi. La chancellerie fait de la politique parfois. Sinon, je vais poser une question. Le 7 décembre... Vous savez que je ne peux pas vous... le 7 décembre, quand Tigré et les siens étaient devenus fous, nous canardaient tous. Mais à la suite de ça, il y a quelqu'un qui a pris 5 ans à la criette parce qu'il a dit la fête, c'est la fête. On l'a condamné pour 5 ans. Moi, Kouvi, j'ai été le premier, sinon le seul d'ailleurs, à avoir pris parole à 8h30 et a dit, j'ai parlé au chef de l'État, Patrice Talon, parce qu'il fallait bluffer pour que d'autres n'aillent pas les rejoindre. Et j'ai fait vidéo, j'ai fait d'audio. C'est passé partout. Ça a rassuré beaucoup. Beaucoup étaient sous leur lit, ils sont sortis. Mais pourquoi moi, la chancellerie n'a jamais vu qu'il faut me décorer? Pourquoi ne m'a-t-on pas appelé pour dire c'est un acte de bravoure? C'est à cause de ça que vous trouvez que c'est un... Non, je trouve qu'on fait du 2 poids 2 mesures. Chacun te voit dans la ville, ce que tu fais pour le pays, c'est bien. On avait besoin de toi, mais jamais... Ça viendra. Non, ça ne viendra pas. C'est quand il va mourir. Pourquoi vous pensez que ça ne viendra pas? Non. Bon, heureusement que moi, je ne quitte pas ce corps, si ce n'est le 8 décembre 2090, à 120 ans plus 30 jours. En tout cas, je veux que ça vienne maintenant. Madame la vice-présidente, mais dites à vos collègues, vous savez bien que je mérite, qu'on me distingue, tout le monde. Vous savez qu'il y a une procédure. Qu'il commence la procédure. Sinon, je ne vais pas les critiquer tous les jours. Allez, ce n'est pas de votre responsabilité. Très bien. Donc, vous trouvez que l'initiative, c'est une bonne initiative? C'est une très belle chose. Ce qui lui a manqué, c'est la présence de Kouvi. Bon, on ne va pas personnaliser, mais vous savez... Ah bon, si je ne dis pas ça, qui viendra dire à ma place? Très bien, vous l'avez dit, on a entendu. Ah bon, d'accord. Vous voyez, quand vous voyez des acteurs culturels comme Sagbouran Danielou, aujourd'hui, être quand même distingué par l'État, qu'est-ce que cela fait, les Nel Oliver? Et dans cette catégorie, on dit les voix éternelles. Non, vous savez... j'étais vraiment content pour Sagbouran Danielou. Pourquoi? Parce que mon père adoptif, Adowe Tomonodo Honogbe, Yenoukoumé Salomon, qui est de Misérité, qui était installé à Parakou à l'époque, lui avait demandé de lui chanter le psaume 24. Parce qu'il était un des leaders Gboubaoué. Et c'est là où ma rencontre avec Sagbouran Danielou en tant qu'artiste est venue. Le chant c'est Jihwe Yahweh, Walebla Nunami, Keredi Dagbe Wenyi Towe. Bon, pour dire quoi? Dieu l'a récompensé de son vivant. Et c'est plutôt une très bonne chose que nous célébrions nos artistes de leur vivant. Et je suis fier d'appartenir à ce pays-là. Je sais que ce n'est pas le président Wadaï directement qui l'a initié forcément, mais ceux qui ont travaillé avant que lui ne vienne approuver, je voudrais les remercier aussi. Je ne veux pas que tout le mérite soit au président, sinon on va dire, il ne parle que de Wadaï. Il y a eu des Béninois qui ont pensé et qui ont soumis au président. Je les remercie d'y avoir pensé.
Et je vous reproche de ne m'avoir pas pensé à moi. En tout cas, et je remercie le président d'avoir accepté. Le président a d'ailleurs dit que cela se fera chaque année. Donc, non, moi, il n'attend pas l'année prochaine. J'attends qu'on corrige et que mon nom... Allez, merci beaucoup à vous. L'installation du Sénat, on en vient. Avec vous, le temps passe vite. L'installation du Sénat. Voilà, le Sénat a été installé sous l'impulsion, sous la coordination, bien évidemment, donc de la doyenne d'âge en second. Il s'agit bien évidemment de Elisabeth Poyon. La dame de fer, comme je l'appelais. On a suivi quand même cette installation. Le règlement intérieur est à la Cour constitutionnelle pour être donc examiné. Tout ceci avec les séances préparatoires que nous avons eues justement, qui conduira certainement, ces séances qui conduiront certainement donc à l'élection du bureau. Vous étiez venu sur ce plateau où Matin Libre Télévision vous a interviewé. Vous trouviez que Patrice Talon, il faut pouvoir remettre peut-être donc au président Soglo. Oui. Vous avez changé de version quelque temps. Pourquoi cette instabilité? Non, je n'ai pas changé de version. Ah bon? Il n'y a que les cons et les lunatiques qui ne changent pas d'avis. Les raisons qui fondent le choix du président Soglo, c'est d'abord son expérience, la préséance et dans l'exercice, et sa culture. Il se trouve, sortez vos écritoires et écrivez-le, comme le dirait Pharaon. Il se trouve que le président du Sénat ne peut être qu'un ancien président de la République. Le président du Sénat, dans l'esprit du Sénat, il faut être ancien président pour en être le président. Donc il faut seulement 3 être qualifiés pour cela. Le président Soglo, le président Yahi Boni, le président Talon. Donc, la préséance voulait Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais vous avez vu avec moi, et je l'ai dit ici, sans embâche, vous avez vu avec moi qu'il n'a pas pu être là à la première rencontre, et même à la seconde, il n'a pas pu être là, au moment où... donc, c'est Mme Poyon, Elisabeth, qui a dû présider la séance. Alors, au vu des indiscrétions que j'ai, ce serait punir le président Soglo que de le mettre président du Sénat. Vous comprenez? Parce que ce ne serait pas bien qu'une institution ait souvent son président qui ne soit pas présent, etc. C'est ce qui fonde mon analyse à venir dire encore aux Béninois que le président Soglo ne pourrait pas être président si on veut vraiment que l'institution donne le meilleur d'elle-même. Ça, c'est un. Le président Yahi Boni, dans sa déclaration, a dit qu'il va au Sénat contraint par le respect de la Constitution. C'est lui qui l'a dit. Et vous l'avez entendu. Vous voulez qu'on mette quelqu'un qui va à une institution traînant les pieds et il va malgré lui parce que la Constitution l'y oblige, il ne peut pas en être un bon président. Il se trouve que cette conclusion est hâtive. Non, elle n'est pas hâtive. C'est de la psychologie. Quelle psychologie? La connaissance des êtres humains m'amène à dire, celui qui dit ce qu'on me fait faire là, c'est malgré moi, ne peut pas donner le meilleur de lui-même pour réussir. Il considère le Sénat comme étant un cas de dialogue. Oui, mais ça ne suffit pas. Il ne fera pas de la figuration. Je n'ai pas dit qu'il fera, il sera actif même, mais pas en étant président. Parce qu'il s'est disqualifié lui-même. Pas ses propos. Selon vous? Selon moi et selon la psychologie de la communication. Très bien. Le président Patrice Talon, parlons-en. Il n'a montré aucun intérêt à être président du Sénat. Et c'est ça qui le qualifie. Parce que s'il avait des ambitions pétilleuses, ce serait un peu suspect. Ce serait un peu suspect. Aussi, c'est sous lui que Akhenaton Tondé, député de son État, Hassan Seibou, député de son État, ont eu la lumière, la révélation qu'il fallait la cour des sages, sont forcément allés voir le président, ne vous y trompez pas, ont vu l'exécutif qui a accepté. Donc le président Talon, et souvent quand il parle du Sénat, il explique mieux que même les deux qui ont proposé la loi. Je l'ai suivi dans ses explications et il comprend mieux l'institution. Je crois que pour que le Sénat donne le meilleur de lui-même, il faudrait que l'un des initiateurs en soit le président d'abord. Par la suite, le jour ne sera plus là, puisqu'on est président à vie à ce truc-là, jusqu'à 95 ans.
Le jour ne sera plus là, un autre peut l'être. Donc, c'est le président Talon qu'on doit supplier. Parce que jusqu'à maintenant, je ne vois pas... Bon, jusque-là, ce n'est pas nous qui votons. Oui, je ne dis pas non, mais est-ce que lui, il est candidat? S'il ne l'est pas, il veut qu'on l'y oblige. Nous, peuple, on doit l'obliger à être candidat. Donc, c'est ça qui fait mais que... Vous savez que toutes les fois, on l'a obligé, il a décliné. Ben, il était président à cette époque. Maintenant, il est ancien président. Les choses ont changé. Donc, il faudrait que le Sénat soit dirigé par quelqu'un qui comprenne l'esprit des tests et non le verbe des tests. Parce que dans le verbe des tests, il y a certaines choses qu'on peut trouver difficiles à appliquer et qui peuvent créer même les problèmes que le Sénat même veut éviter. Très bien. Le Sénat, selon certains sénateurs, ce ne sera pas facile. Justement, la lourde responsabilité qui est assignée au Sénat, ce ne sera pas facile. Ce serait fastidieux, surtout que c'est une première pour le Bénin. Oui, mais au fait, nous ne sortons pas d'un pays, notre pays ne sort pas de la guerre. On aurait pu se passer du Sénat, qu'on n'aurait aucun problème. Le président Yaya dirigeait ce pays sans Sénat. Le président Talon vient de diriger sans Sénat. Donc, maître Robert Dessous n'a pas à s'inquiéter. Il y a quel problème dans notre pays qui fait qu'on a besoin forcément que des sages aillent s'asseoir pour débattre de cela. À la limite, ils vont même se retrouver, peut-être parlant tout le temps de Corvia fait encore tel audio. Attendez, ou bien Corvia fait telle analyse. Et je voudrais dire pourquoi vous faites une fixation sur même parce que je sais qu'ils sont nombreux à m'aimer, à me détester aussi. Parce que quand je critique quelqu'un positivement, il est content. Et quand c'est un autre, il dit oui, tu as bien fait de le dire. Quand c'est son tour, il dit qu'on t'a payé pour parler mal de lui. D'accord. Vous savez qu'il n'y a plus de critiques sans proposition. On ne va pas refaire. Mais exactement. Donc, nous allons faire moi, j'ai toujours fait de critiques et propositions. Vous m'en êtes témoin. Donc, oui, je veux rassurer Maître Robert Dessous. Ils n'auront pas de problème. Le peuple les a déjà acceptés. Et je voudrais qu'ils m'associent parfois à leur communication. Vous venez pour que je comprenne mieux l'esprit de leur test. Parce que malheureusement, pour certains, j'apparais aujourd'hui comme objecteur de conscience. Et ce que je dis, les gens le prennent pour de la parole d'évangile. Je peux me tromper. Donc, qui me donne d'informations, m'explique, afin que je n'utilise pas seulement mon cerveau et que je me trompe parfois. Très bien. Allez à la source de l'information, vous aussi, comme nous le faisons, nous, journalistes. Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis un homme public qui, eux, peuvent envoyer des informations. Très bien. On est en train de sortir de nos discussions. Déjà. Docteur Bertin Corvi, la monnaie éco. 2027, le projet sera relancé. Croyez-vous que ça aboutira finalement? Non, le projet sera relancé en 2027 ou bien la monnaie sera en 2027. C'est-à-dire que la relance sera faite parce que, vous savez, il y a plusieurs fois, on a dit qu'on pourra aboutir à ce projet, mais ça n'a pas abouti. Mais en 2027, justement, les discussions et puis tout le projet pourrait aboutir. Oui, je trouve qu'il n'y aura rien en 2027. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Nous mettons la charrue devant les bœufs. Comment? Ben, avant de mettre une porte, il faut construire d'abord un bâtiment, n'est-ce pas? Eh bien, construisons d'abord une économie intégrée et après préoccupons-nous de la monnaie. Quelle est l'intégration économique que nous avons si ce n'est pas sur les papiers? Ben, tout ce qu'on peut trouver au Bénin, le Nigeria va l'importer d'ailleurs. Ce qu'on peut trouver au Nigeria, le Bénin va l'importer d'ailleurs, etc. Nous devons d'abord intégrer nos économies. Et quand on a fait de les intégrer, avoir la même monnaie n'aura un sens. Sinon, nous allons vivre la catastrophe. Il y en a à qui ça va profiter et il y en a qui vont en souffrir. Et je ne vois pas les pays anglophones accepter d'entrer dans cette école-là. Pourquoi vous dites que... C'est vrai que la préoccupation... Je parle en tant qu'économiste. C'est le Ghana, oui. Non, pas seulement ça. Libéria, Gambie et Sierra Leone, ils ne seront pas d'accord. Pourquoi? Mais en réalité, nous avons deux monnaies. Il y a la monnaie des zones anglophones qui ressemblent plus à la monnaie que le CFA que nous avons dans les pays francophones, à qui il manque un élément qui en ferait réellement une monnaie, dans toute sa plénitude. Quoique c'est quand même un instrument d'échange, ce qui est une très bonne chose, qui stabilise l'inflation chez nous, ce qui est une très bonne chose, mais en réalité, ça nous donne une capacité financière, économique et monétaire que nous n'avons pas réellement de par nos économies. Regardez, vous verrez beaucoup de Béninois qui ont iPhone 17 Max Pro, 1 100 000. Mais si
notre monnaie n'était pas arrimée directement à l'euro, qui donne la stabilité de notre monnaie, on n'aurait pas pu l'acheter, ce serait trop cher pour nous. Vous comprenez? Quand vous prenez 30 000 francs au Bénin, que vous envoyez en Chine, mais vous vous sentez relativement, ça donne un pouvoir d'achat plus fort que ce que 30 000 peut acheter au Bénin. Quand vous prenez 30 000, vous allez au Brésil. Vous pouvez dormir dans une chambre qui fait 100 000 aujourd'hui, ici au Bénin. Parce que la fixité avec l'euro donne un pouvoir d'achat très élevé. Au lieu qu'on en profite pour acheter le matériel, les équipements et la technologie, nous l'utilisons pour importer du poulet pourri d'ailleurs, le sucre, le lait, qui nous paraissent moins chers, tuant notre économie fondamentale. C'est de ce point de vue que les autres pays qui ont des monnaies qui fluctuent librement, mais sont en train de construire une économie et pendant que nous ne construisons rien. Donc les pays de la zone CFA vont s'arrimer au Ghana commence en ayant la même monnaie. Combien de choses on transforme au Bénin? Au Nigeria, enfin au Bénin, combien de choses on transforme comparé au Nigeria? Donc les autres ne voudront pas. Si on a l'écho après 2027, ça va plutôt amener la richesse du Nigeria vers les autres pays francophones. Peut-être qu'ils ne le disent pas, ils le savent mieux que vous. Donc travaillons à intégrer nos économies. Si on ne le fait pas, il n'y aura pas d'écho. Mais est-ce qu'il y a des obstacles aujourd'hui à l'intégration? Parce qu'il y a quand même la zone, la ZLECAf qui, justement... Ah, c'est un slogan, ZLECAF. On n'a même pas de moyens de transport pour rejoindre un pays. Bon, regardez l'économie en Afrique, là. L'inter-échange entre les pays africains. Regardez le taux et le taux avec d'autres pays extérieurs. C'est ça. Il faut que le Bénin devienne le 37e État sur le plan économique du Nigeria. Il faut que le Nigeria soit intégré à nous. Il faut que nous travaillions ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit, le Rassemblement du peuple béninois pour le développement a fait venir des investisseurs chinois qui sont là présentement, qui sont prêts à mettre des unités de montage de véhicules électriques. Vous auriez préféré alors la coopération bilatérale qu'une coopération plus large? Non, c'est-à-dire justement, il faut commencer d'abord par consolider nos relations avec nos voisins. Comme le Conseil de l'entente que nos parents avaient compris, mais ils avaient limité ça aux pays francophones. Il faut faire un genre conseil. Au fait, c'est l'intégration Bénin-Nigeria qui va impacter. Le Togo va s'ajouter, le Ghana va s'ajouter, etc. Car le Nigeria est la plus forte économie, 260 millions de consommateurs. Intégrons cette économie-là et travaillons ensemble. Et là, les autres vont s'agglutiner autour par vagues concentriques. Mais tant qu'on ne fera pas ça, il n'y aura pas de monnaie, éco. Ça ne vaudra rien. Très bien. En tout cas, et si vous avez un expert, si vous avez un expert monétariste qu'il vienne, je vais lui démontrer pourquoi la monnaie n'existe pas quand il n'y a pas de production. Qu'est-ce que nous produisons? Dans l'espace EDA où il y a de production. On produit quoi? Et on le transforme où? Heureusement qu'il y a Glodjigbe, qu'il y a un début d'industrialisation à la transformation pour la consommation finale. Mais même ça, on ne produit pas les machines-outils qu'on utilise sur place. Il y a beaucoup de choses à corriger. Et le président Roumia Wada, hier, pour l'industrialisation, il en a parlé au sommet de Addis Abeba. C'est une très bonne chose. Mais nous allons lui proposer aussi nos limites et nos observations. S'il peut en tenir compte, ce ne serait pas mauvais. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Bertin Corvie. Nous sommes au terme de nos discussions. Pour le compte de ce numéro de Matin Libre Politique, votre mot de fin. Je voudrais inviter tous Béninois et Béninoises de 12 à 99 ans. Nous n'avons pas d'échéance électorale. On ne va pas vous proposer de vous nommer ministre, quoi que ce soit. Mais ensemble, nous allons réfléchir à comment améliorer nos conditions de vie ensemble. Et en 2033, nous pourrions soutenir qui nous voulons. Mais je vous dis, c'est votre mot de fin? C'est mon mot de fin. De tout ce qu'on a dit, c'est votre mot de fin. Je veux qu'on retienne qu'il y a le rassemblement des peuples. Alors que il y a plus sérieux. Ben, ah bon? Il y a quoi de plus sérieux quand on parle d'économie, de développement? Il y a trop de misère dans ce pays. Plus de 4 millions de Béninois sont bardés de diplômes, soit à la maison. Très bien. Donc, ce qui nous préoccupe, c'est comment créer l'emploi.
Et c'est votre objectif. C'est l'objectif, oui. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Dr Bertin Korovi. En tout cas, vous trouvez toujours les brèches pour faire passer vos messages. Alors, mesdames et messieurs, c'est fini pour ce numéro de votre émission Matin du Politique. On va se retrouver très incessamment. Restez fidèles donc, à nos programmes sur Matin Libre Télévision. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite à chacun et à tous.